Salut à tous, bienvenue pour ce dernier point Game of Thrones. Et oui, j'en aurais presque la larme à l'œil si je ne pensais pas aux 6 semaines de récap complètement folles qui s'annoncent. On vous prépare d'ailleurs un after show flambant neuf, on espère que ça vous plaira. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur notre Twitter où pour fêter ça, on vous offre un petit cadeau. Mais avant de se plonger à corps perdu dans cette saison 8, il nous fallait conclure ces mois d'attente avec un ultime point Game of Thrones consacré à qui d'autre que Jon Snow. Alors je vous préviens, pas de news cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment. Étant donné qu'on est à la veille du retour de Game of Thrones, on n'a pas de news incroyablement croustillantes à vous offrir, donc autant ne pas perdre de temps et se consacrer entièrement à un personnage énorme comme Jon Snow. Mais en contrepartie, on a décidé de vous faire une petite surprise, ou en tout cas de pouvoir échanger avec vous. On a prévu à la fin de ce point Game of Thrones, de ce 15e point Game of Thrones, une FAQ consacrée entièrement à l'univers de Westeros. Que dire d'un personnage comme Jon Snow, qu'il est le personnage le plus emblématique de la série, qu'il est celui qui a tout traversé, mais surtout, qui est celui qui n'a jamais vraiment réalisé à quel point il était au centre de tout. You know nothing, Jon Snow. Je ferai réellement débuter son histoire au croisement de 2 routes, dans l'épisode 2 de la saison 1, alors qu'il parle pour la dernière fois avec Ned Stark, celui qu'il pense être son père. And you are a Stark. You might not have my name, but you have my blood. Is my mother alive? Does she know about me, where I am, where I'm going? Does she care? The next time we see each other, we'll talk about your mother. Avec du recul, il y a déjà tout dans cette scène. Une discussion fondamentale sur les origines de Jon Snow, le départ des Stark pour le sud et le début des ennuis, puis le départ de Jon Snow pour le nord et le début de ses aventures. Parce qu'avant tout, l'histoire de Jon Snow, c'est l'histoire d'un secret. Un secret conservé fidèlement jusqu'à sa mort sur le billot par Ned Stark, un secret qui va tout changer. Jon Snow a grandi à Winterfell dans le rôle du bâtard, au milieu de ce qu'il pensait être ses demi-frères et ses demi-sœurs. Il était proche d'Arya et de Robb notamment, beaucoup moins de Catelyn, qui le pensait être le fils de Ned et d'une autre femme, une dénommée Wylla. Et puis, il y a eu ça. You have to protect him. Promise me, Ned. Promise me. Promise me, Ned. Promise me. R+L égale J. Ça faisait des mois qu'on en parlait sur les réseaux sociaux et enfin, la vérité éclatait au grand jour. D'abord, on a parlé de Jon Sand, le nom des bâtards nés à Dorne, d'une union entre Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Et puis, il y a eu ça. He needs to know the truth. The truth about what? About himself. No one knows. No one but me. Jon isn't really my father's son. He's the son of Rhaegar Targaryen and my aunt Lyanna Stark. He was born in a tower in Dorne. His last name isn't really Snow. It's Sand. He's not. Dornish bastards are named Sand. At the Citadel, I transcribed a High Septon's diary. He annulled Rhaegar's marriage to Alia. He wed Rhaegar and Lyanna in a secret ceremony. Are you certain? It's what the High Septon wrote in his private diary. I don't know why he'd lie. Is this something you can see? Father, Smith, warrior. Mother, maiden, crone. Stranger, I am hers, and she is mine. From this day until the end of my days.
À partir de là, sa destinée est bien plus immense. Il est Aegon Targaryen, le petit-fils légitime du roi fou Aerys II, surtout le dernier homme vivant de la famille des Targaryens et donc l'héritier légitime au trône de fer. Mais si Jon Snow tient une place aussi importante dans l'histoire de Game of Thrones et dans le cœur des fans, c'est bien parce qu'il a une destinée pas comme les autres. On se rappelle la fin de la saison 5 et cette PLS monumentale dans laquelle étaient plongés des millions de téléspectateurs. No! 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 Et puis Jon Snow est revenu d'entre les morts par les prières de Mélisandre et la miséricorde du dieu Hlor. Il a été choisi, il a été ramené à la vie pour une raison, et c'est à partir de là qu'il devient véritablement le héros de Game of Thrones. Il est celui qui a vaincu la mort, celui qui touche de près l'immortalité, et c'est pour ça qu'il est l'objet de toutes les fascinations. Et enfin, last but not least, dans le parcours de Jon Snow, il y a quelque chose de très important, c'est son charisme, son leadership. Je parlais dans le dernier point Game of Thrones consacré à Daenerys de sa capacité à rallier des personnages d'horizons hyper différents. Mais si on repense au parcours de Jon Snow, c'est exactement la même chose, mais en mieux. Et s'il a ployé le genou devant Daenerys, il est en fait véritablement le chef des hommes contre le roi de la nuit. Je voulais finir ce petit récap autour du personnage de Jon Snow par un point de sa personnalité qui est particulièrement intéressant. Ce qui est fou dans Game of Thrones, c'est que la série a détruit toute forme de manichéisme. Il n'y a aucun personnage qui est entièrement bon ou entièrement mauvais. Les deux jouent sur les deux tableaux continuellement. Et pourtant, il reste un vestige de ce manichéisme dans la personne de Jon Snow. Si vous réfléchissez, il a un code de l'honneur extrêmement fort, il a une honnêteté à toute épreuve et il a des valeurs louables qu'il défend continuellement. Il veut faire le bien et pour cela, il ne prendra pas n'importe quel chemin. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il a des détracteurs. Il est extrêmement honnête, il est incapable de garder un secret ou de mentir à qui que ce soit et ça énerve même parmi ses plus proches alliés. I ask it only of Ned Stark's son. I know Ned Stark's son will be true to his word. I am true to my word. Or I try to be. That is why I cannot give you what you ask. I cannot serve two queens. And I've already pledged myself to Queen Daenerys of House Targaryen. Then there is nothing left to discuss. The dead will come north first. Enjoy dealing with them. We will deal with whatever is left of you. Rentrons maintenant dans le vif du sujet en abordant les théories autour du personnage de Jon Snow pour la saison 8. Alors je vous préviens tout de suite qu'on n'est pas des millions de commentaires, il y a énormément de choses dont on va parler ici qui ont déjà été abordées dans le dernier point Game of Thrones consacré à Daenerys. En fait, il y a beaucoup de théories qui lient les deux personnages. Donc on va passer brièvement sur certains points qu'on a déjà abordés la dernière fois. Le mieux, ce que je vous conseille, c'est d'enchaîner le point God Daenerys et le point God Jon Snow, comme ça vous serez totalement au fait pour le 14 avril. Comme je vous le disais dans mon petit discours introductif, les origines de Jon Snow sont au centre de tout, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut commencer par ça. Et je rajouterais aussi le fait que Bran et Sam sont à Winterfell, Jon arrive à Winterfell, donc la discussion va très vite avoir lieu, si ce n'est même dans le premier épisode. Premier problème qui se pose, plutôt diplomatique, stratégique, comment vont réagir les seigneurs du Nord, les vassaux des Stark, quand ils vont apprendre que Jon est en fait un Targaryen. Les Targaryens ont fait énormément de victimes dans le Nord et sont pas du tout appréciés. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que ça va mettre un peu de temps à être accepté, mais que ça ne sera pas un problème fondamental, tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'ils ont déjà suffisamment de soucis comme ça avec le roi de la nuit et que d'un point de vue scénaristique, tu vas pas rajouter des complications alors qu'il ne reste que 6 épisodes. Les autres problèmes que ça pose, et j'en ai déjà parlé la dernière fois, sont dans sa relation avec Daenerys. Il y a d'abord un problème professionnel, on va dire, c'est que Daenerys pense toujours être l'héritière du trône. Et qu'en apprenant cette nouvelle, elle va découvrir qu'en fait, il y a quelqu'un qui passe avant elle. Elle qui a tout sacrifié, qui a fait énormément d'efforts pour en arriver là. Il y a un mec qui débarque, on découvre son origine et c'est lui qui est le légitime. Est-ce que ça va pas créer une petite embrouille entre les deux? Et puis dernier problème, un problème conjugal, j'ai envie de dire. Comment vont-ils prendre la nouvelle, sachant qu'ils ont couché ensemble?
de leur lien de parenté. Ils sont neveux et tantes. On sait que ça pose pas énormément de problèmes chez les Targaryens, qui sont des grands adeptes de la consanguinité. Et c'est loin d'être une simple complication quand on connaît the théorie autour de leur couple, la grossesse de Daenerys. Et pour en savoir plus là-dessus, vraiment, je vous invite à aller voir le point GOT consacré à Daenerys, où je reviens en long, en large sur cette affaire. Sachez juste que pour moi, il y a de grandes chances que ça se passe. Autre théorie qu'on a abordée dans le point Game of Thrones consacré au Night King et au dragon, la théorie selon laquelle Jon Snow chevaucherait un dragon. Je vous préviens tout de suite, pour moi ce n'est pas une théorie, c'est une certitude. Et les images du trailer vont dans ce sens, ils ont vraiment appuyé l'idée que Jon et Daenerys allaient chevaucher tour à tour leur dragon. Et pour savoir lequel des dragons il allait choisir, c'est une évidence, il va monter Rhaegal qui comme par hasard porte un nom en l'honneur du père de Jon Snow, Rhaegar Targaryen. La théorie du Azor Ahai. Ça y est, c'est officiel, c'est la dernière fois dont je vais parler de cette théorie avant qu'elle ne se réalise ou ne se réalise pas d'ailleurs. Et puis on va parler là du favori des bookmakers, Jon Snow. Pour comprendre vraiment cette théorie, il faut fouiller dans les tomes Clash of Kings et Dance with Dragons de la saga de George Martin, où il décrit en ces mots Azor Ahai. Il viendra un jour, après un long été, où les étoiles saigneront et le souffle froid des ténèbres s'abattra sur le monde. Dans cette heure sombre, un guerrier forgera à travers le feu une épée en flammes. Cette épée sera illumination, l'épée rouge des héros empoignée par Azor Ahai, et les ténèbres s'enfuiront devant lui. Quand les étoiles saigneront et que les ténèbres se rassembleront, Azor Ahai renaîtra au milieu de la fumée et du sel pour ramener les dragons à la vie. Au vu de la dernière phrase, tout porte à croire que l'héritier d'Azor Ahai serait en fait une héritière. Ce serait Daenerys Targaryen qui possède toutes les caractéristiques, y compris les dragons, pour empêcher l'extinction des hommes. Mais il y a un élément dans l'épisode Winds of Winter de la saison 6 qui vient redistribuer les cartes et qui nous emmène plutôt sur la piste Jon Snow. Au cours du flashback à la Tour de la Joie, où Ned vient sauver sa sœur Lyanna, Jon naît dans la fumée due à la bataille devant la tour, mais aussi dans les larmes faites de sel. On remarque également dans cette scène une épée avec un pommeau orné d'une étoile en sang. Cette épée appartient à Arthur Dayne, le fidèle serviteur de Rhaegar Targaryen. C'est avec cette épée que Ned Stark a pourfendu son ennemi, et c'est ce qui explique qu'elle soit tachée de sang. À partir de là, tous les symboles s'alignent, la fumée, le sel et l'étoile ensanglantée. C'est ce qui fait dire à beaucoup de gens cette scène que Jon Snow pourrait tout à fait être Azor Ahai. C'est en tout cas ce qui a fait que Jon Snow est devenu définitivement le favori des bookmakers. Il y avait déjà eu, bien entendu, la profonde conviction de Mélisandre et surtout le fait qu'il soit ressuscité par elle, qui ont quand même l'ont placé en tête des votes. Mais ça, cet alignement de symboles a contribué à dire oui, Jon Snow, à mon avis, c'est Azor Ahai. Là encore, la théorie Azor Ahai relie Jon Snow et Daenerys Targaryen, puisqu'on sait que Azor Ahai, originellement, a dû passer son épée en travers de Nissa Nissa, la femme qu'il aimait, pour révéler totalement son pouvoir et transformer son épée en illumination. Alors de la même façon, il faudrait que Jon Snow passe son épée au travers du corps de celle qu'il aime, Daenerys Targaryen. Ça donnerait donc une histoire d'amour contrariée, brève mais intense en gros, et surtout un sacrifice qui poserait doublement problème à mon avis. C'est que si la théorie de la grossesse de Daenerys est confirmée, je vois mal Jon Snow passer à l'acte, puisqu'il faudrait non seulement sacrifier Daenerys, mais en plus sacrifier son propre enfant. Je crois que ça poserait vraiment un gros problème. Une chose est certaine, en tout cas, la relation Jon Snow-Daenerys est plus un problème qu'une solution pour l'avenir de Westeros. Et soudain, nous revient en mémoire cette phrase peut-être prémonitoire de Maestre Aemon. Who are you? My father was Micah, the first of his name. My brother Aegon reigned after him when I had refused the throne, and he was followed by his son Aerys, whom they called the Mad King. You're Aemon Targaryen. I'm a master of the Citadel, bound in service to Castle Black and the Night's Watch. I will not tell you to stay or go. You must make that choice yourself and live with it for the rest of your days, as I have. Si en plus on rajoute à ça un petit problème de maîtrise de soi du côté de Jon Snow, on sait qu'il a multiplié les petits craquages dans les saisons précédentes, notamment quand on touchait à quelqu'un qui lui était cher. On se souvient par exemple de la scène de la bataille des bâtards, où juste pour aller sauver Rickon et pour se venger de Ramsay, il fait quand même quelque chose de particulièrement stupide.
Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit, en saison 8, à un petit craquage, un petit move complètement stupide de Jon Snow si une des personnes qu'il aime est menacée. Il y a pourtant une théorie qui pourrait sauver tout le monde et qui a vraiment de la gueule. Je remercie d'ailleurs Morgane Kemmer qui nous l'a posée en commentaire du point Game of Thrones, Jaime Lannister. Elle-même l'a repris d'un utilisateur de Reddit qui s'appelle Luxury Sedan 303. Et si le prince qui fut promis était, depuis le début, Rhaegar Targaryen? Il remplit bon nombre des conditions initiales et sa mission n'aurait pas été de vaincre l'armée des morts, mais bien de forger Illumination. On prend trop souvent au sens littéral les théories, alors qu'on sait que George Martin adore jouer sur les mots. En témoigne, dans la théorie même d'Azor Ahai, ses idées de fumée et de sel. Et si Illumination n'était pas une épée au sens propre, mais bien une personne? À partir de là, Rhaegar Targaryen serait Azor Ahai, et il aurait forgé Illumination en ayant Jon Snow comme fils. Dans les livres, Stephen Baratheon, le père de Robert, de Stannis et de Renly, est chargé par le roi Aerys II de partir pour Essos chercher une femme pour Rhaegar. Non seulement ils reviennent bredouille, mais en plus ils meurent en mer. On sait que les enfants de Rhaegar et Elia Martell sont tués sur ordre de la famille Lannister et de Tywin Lannister. Et puis on sait qu'au final, en accouchant de Jon, Lyanna Stark meurt en couche. On a donc bien ici l'idée de la lame brisée par l'eau, par le lion et qui survit grâce à la mort de Nissa Nissa. Puis il y a des phrases qui nous reviennent en tête, celle de George Martin, qui a expliqué qu'il a toujours voulu écrire une histoire où le grand héros meurt dès le début. On a tout de suite pensé que c'était Ned Stark, forcément, et si c'était Rhaegar Targaryen qui est mort avant même que l'histoire commence. Quand on parle de Jon Snow, on parle forcément du roi de la nuit, et avec ça, il y a énormément de théories qui gravitent autour de ces deux personnages. Il y a surtout une phrase qui, moi, m'interpelle, une phrase qu'on a pu voir dans la saison 7. There's a raven flying for Dragonstone now. Daenerys is our only chance. No. There's another. Killed him. He turned them all. You don't understand. Pourquoi Jon Snow a-t-il cette réponse énigmatique à la proposition de Beric Dondarrion? Il y a la solution pragmatique, c'est-à-dire que Jon Snow est celui qui connaît le plus le roi de la nuit, celui qui a le plus vu l'étendue de ses pouvoirs, et donc il est bien au courant de la force qu'il a, de toute la magie qu'il a autour de lui, et donc que ce ne sera pas si simple de les détruire. Surtout, peut-être qu'il commence à comprendre que l'acier valyrien, le ver dragon, tout ça, ce ne sera pas suffisant pour le vaincre définitivement. Et puis il y a une réponse un peu plus ambitieuse, un peu plus mystique. Est-ce que Jon Snow, on se souvient de cette scène où il découvre les peintures rupestres dans une grotte de père dragon, est-ce qu'il y aurait vu une signification beaucoup plus complexe? Est-ce que, par hasard, et c'est une théorie que j'aime beaucoup, il n'aurait pas compris que pour vaincre le roi de la nuit, il faut prendre sa place, et que le seul moyen de mettre un terme à ses agissements, c'est que quelqu'un devienne à son tour le roi de la nuit. Ce serait donc beaucoup plus complexe que la simple proposition de Beric Dondarrion d'aller découper en rondelles le roi de la nuit. Ce serait quelque chose de beaucoup plus magique que j'aimerais beaucoup voir dans cette saison 8, une fin un peu, j'en avais parlé dans le point Game of Thrones consacré au roi de la nuit, une fin un peu à la Pirates des Caraïbes avec David Jones et William Turner où l'un doit prendre la place de l'autre pour sauver l'humanité. Et puis quand on aborde Jon Snow et le roi de la nuit, on parle forcément, et là c'est plus une attente des fans qu'une véritable théorie, de ce duel au sommet. Est-ce qu'on assistera à un duel au sommet entre Jon Snow et le roi de la nuit? C'est une des grandes questions. En tout cas, ça aurait vraiment de la gueule de les voir chacun chevaucher leur dragon et se battre dans un combat épique. En ce qui concerne la véritable destinée de Jon Snow à la fin de la saison 8, c'est forcément une question qu'on se pose tous. Est-ce que Jon Snow va survivre? Est-ce qu'il va mourir? Va-t-il s'asseoir sur le trône de fer? C'est des questions qui sont plus, à mon avis, des avis, des attentes, que de véritables théories. On a eu la vision, par exemple, de Daenerys dans la maison des non-mourants, où on voit ce trône de fer recouvert de neige. Jon Snow, le trône, on a forcément fait un lien. On peut s'attendre à rien, en fait. C'est ça qui est bien avec Game of Thrones, c'est que c'est plus des attentes, des envies que des théories. Surtout qu'on voit émerger depuis quelques semaines des théories complètement fumeuses sur le destin de tel ou tel personnage. Parmi elles, il y en a une qui m'agace un peu, c'est le parallèle qui est fait entre les affiches. On sait que les affiches de la saison 8 sont parues récemment et qu'il y a toute une ribambelle d'affiches avec chacun des personnages encore vivants assis sur le trône. Et certains ont fait un parallèle entre l'affiche de Ned Stark en saison 1 et l'affiche de Jon Snow en saison 8. Ils ont tous les deux la même position, appuyés un peu sur leur épée et assis sur le trône de fer. Et à partir de là, certaines personnes ont fait un parallèle. On connaît le destin de Ned Stark dans la saison 1, donc Jon Snow aura exactement le même destin dans la saison 8. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Mais parler de Ned Stark, ça me permet surtout d'aborder la théorie qui fait le buzz en ce moment, et on le comprend tellement c'est alléchant, c'est surprenant, mais aussi un peu triste. On se demandait comment la saison 8, ou si la saison 8,
allaient rendre un hommage à Ned Stark, un personnage emblématique qui est disparu beaucoup trop tôt. S'ils allaient réussir à lui faire un petit clin d'œil, il se pourrait qu'ils aient trouvé un moyen, et c'est un moyen qu'on n'attend pas. Cette hypothèse, elle se base sur les images du trailer qu'on nous a diffusé il n'y a pas si longtemps que ça, où on voit Arya, dans une scène hyper inquiétante, complètement apeurée, courir dans l'obscurité dans les couloirs de Winterfell. Alors, bien évidemment, les monteurs ont tout fait pour apporter le plus d'obscurité possible à cette scène, mais il y a des petits malins qui se sont amusés à éclaircir la scène pour essayer de comprendre qu'est-ce qui poursuit Arya Stark. Et ce qui est fou, c'est qu'on remarque très distinctement deux formes humanoïdes qui semblent être en train de poursuivre Arya Stark. Ils ont l'air bleus, vous savez, un peu comme les marcheurs blancs, et c'est ce qui a l'air de rendre complètement folle Arya. Alors Arya, elle a une lame à la main, on sait que c'est une combattante qui a peur de pas grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait la terrifier à ce point-là? Et si ces deux morts-vivants étaient en réalité deux personnes qui lui sont chères? On sait depuis l'épisode Hard Home que le roi de la nuit a ce pouvoir incroyable de réveiller les morts pour grossir son armée. Et s'il avait appliqué ce pouvoir aux cryptes de Winterfell, au caveau, et qu'il avait réveillé en gros toute la famille Winterfell pour qu'elle pourchasse Arya, ce serait donc Ned Stark et Catelyn Stark à la poursuite d'Arya, et ça expliquerait cette hystérie et son visage incroyablement apeuré. Non seulement l'idée pourrait être pertinente, mais en plus elle est folle. Ce serait un clin d'œil incroyable et complètement surprenant qu'on nous offrirait dans cette saison 8. Ça poserait bien évidemment des problèmes, notamment est-ce qu'on peut réveiller des morts qui sont morts depuis longtemps? Est-ce qu'on peut réveiller des morts que les White Walkers n'ont pas tués eux-mêmes? Est-ce qu'on peut réveiller un corps qui n'a pas de tête? Parce que Ned Stark n'aurait pas de tête à ce moment-là. C'est beaucoup de questions qui restent en suspens, mais j'adorerais assister à ça. Je voulais conclure ce point Game of Thrones consacré à Jon Snow par un passage où j'expliquais, moi, quelle serait ma fin rêvée pour Jon Snow, pour ce personnage, et donc pour l'univers de Westeros. Mais étant donné qu'on fait une partie FAQ où beaucoup de questions dans ce genre-là m'ont été posées, on y répondra maintenant dans la FAQ. Alors d'abord, merci à tous pour toutes vos questions. On a posté ça sur l'onglet communauté YouTube au début de la semaine. On a eu énormément de sollicitations, donc c'est trop cool. J'en ai choisi 10-15, on verra si on fait tout, mais que des questions intéressantes. On va commencer d'abord par Margot Segar qui nous demande quel est pour toi le personnage important qui va mourir en premier. Alors ça, c'est vraiment la question à 1000 € parce que, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais avec Game of Thrones, on se dit que tout le monde peut mourir et en même temps, ça s'est tellement réduit maintenant qu'on a du mal à imaginer tel ou tel personnage mourir. Maintenant, dans ma tête, je me dis, je vois pas trop ce personnage mourir, j'arrive plus à en trouver un qui est la cible désignée. Mais je pense quand même que la bataille de Winterfell va faire énormément de dégâts et surtout, dans un premier temps, parmi les personnages secondaires. Je pense beaucoup à des gens comme Tormund, à Beric, pourquoi pas Gendry, même Brienne, même si j'y crois moins. Mais je pense que c'est toute une ribambelle de personnages comme ça qui vont mourir dans la bataille de Winterfell pour après laisser place à une intrigue beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Et je pense que dans la deuxième partie de la saison, on assistera à des morts beaucoup plus importantes, que ce soit Daenerys, Jon Snow ou des choses comme ça. On aura l'occasion d'en reparler. J'avais ensuite sélectionné une question très intéressante de Nicolas Grisouille qui nous parlait de la relation entre Tyrion et Cersei et de leur discussion où on ne savait pas très bien ce qui s'était dit. Est-ce qu'il y aura une possible trahison de Tyrion? Est-ce qu'il peut se retourner contre Daenerys et rejoindre sa sœur? Alors là, encore une fois, il y a la différence entre ce qu'on a envie de voir et ce qui va réellement se passer. Il y a quelque chose de très intriguant, en tout cas, c'est l'absence vraiment de Tyrion du trailer. Comme si dans les trois premiers épisodes de la saison 8, il allait être vraiment absent, comme s'il n'avait pas à avoir un rôle majeur, ou comme s'il n'allait pas être à Winterfell, comme s'il avait changé d'avis, changé de lieu. J'aimerais beaucoup assister à une trahison de Tyrion, surtout que le regard qu'il porte sur la relation Jon-Daenerys est un peu inquiétant. On le voit, il a le regard noir, comme s'il allait commettre quelque chose d'irréparable. J'aimerais assister à ça, mais je ne pense pas que ça arrivera. Je pense qu'il est tout simplement en retrait au début de la saison 8, parce qu'il n'a pas vraiment de rôle militaire à proprement dit, c'est pas un guerrier, et que toute son utilité se révélera dans la suite des aventures et que ça finira plutôt bien pour lui. Autre question que j'ai sélectionnée, une question de Rob, qui doit nous parler de l'au-delà. On te salue l'ami. Est-ce qu'il y a une chance qu'on revoie Mira Reed ou elle est partie définitivement dans l'indifférence générale? C'est une très bonne question. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a eu droit à des adieux un peu dégueulasses puisque Bran n'en a rien à foutre. Bran n'est plus Bran apparemment, c'est la corneille à 3 yeux, donc il n'a pas la gratitude qu'il devrait avoir alors qu'elle a commis énormément de sacrifices pour le faire revenir à Winterfell et notamment la mort de son frère Jojen Reed. Donc je pense qu'elle va revenir pour avoir des vrais adieux ou en tout cas un vrai retour dans la série. Je vous invite à aller voir le point Game of Thrones sur le Roi de la Nuit.
où on parle notamment de son père qui peut avoir un rôle un peu surprise dans la saison 8, et je la vois bien débarquer à Winterfell avec son père, avec soit une explication, soit un rôle militaire plus important. Grosse question là que j'ai sélectionnée, celle de Paul Rumeau qui me demande quels sont mes 3 personnages favoris de Game of Thrones. Il y en a 2 qui sont évidents, c'est le limier, que je trouve incroyable par son sens de la répartie, par forcément sa puissance de combattant, et puis parce que je pense qu'il peut avoir un rôle important dans la saison 8 et qu'il peut nous offrir des moments d'anthologie. Il y a un personnage que j'adore et que j'ai appris à aimer, c'était pas forcément le cas au début, mais au fur et à mesure des saisons, je me suis dit en fait ce personnage est incroyable, et je vous dis tout de suite, je veux que ce soit Azor Ahai, j'aimerais beaucoup que ce soit Azor Ahai. Jaime Lannister. Jaime Lannister, je trouve que c'est un vrai personnage, c'est un vrai gars qui revient de loin, qui a une complexité dans sa relation avec sa sœur, qui a aussi une complexité par rapport à son passé. Je trouve que c'est un personnage qui est les mieux construits de la série et j'aimerais vraiment qu'à la fin, il rayonne. Alors ce sera peut-être par un sacrifice, ce que je crains, mais il aura une importance fondamentale dans la saison 8. Le 3e personnage, je sais pas trop qui choisir. En fait, ce sera soit Daenerys, soit Jon Snow. Mais en fait, j'aime pas vraiment Daenerys. Je trouve que c'est un personnage un peu horripilant. Vous allez me dire, j'ai 3 personnages masculins dans mon top. Bon, bah voilà, ça me définit bien, on va dire. Je vais prendre Jon Snow. Alors Jon Snow, je sais qu'il énerve beaucoup de gens, même moi, il m'énerve par son côté code de l'honneur, honnêteté, etc. Je trouve quand même que c'est un personnage, voilà, c'est les personnages, les héros emblématiques des séries qu'on aime voir gagner, qu'on n'a pas envie de voir mourir. On frissonne par exemple pendant la bataille des bâtards. Voilà, c'est un personnage auquel on s'attache, mais je ne lui destine pas la fin que beaucoup voudraient qu'il ait. J'aimerais qu'il se passe autre chose pour lui. On aura l'occasion d'en parler dans une autre question que j'ai sélectionnée. On avait ensuite Flavie P3 qui me demandait lequel de personnages décédés aurait mérité d'aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est un bien grand mot. C'est dur d'aller jusqu'à la fin quand tu es un personnage de Game of Thrones. Déjà, durer 8 saisons, il faut quand même être costaud. Mais il y a des personnages, forcément, j'ai envie de vous répondre Ned Stark, mais sa mort en soi est le point de départ du côté grandiose de Game of Thrones. Le fait que dès la saison 1, on choisisse d'abattre comme ça celui qu'on pensait être le personnage principal, ça a tout lancé pour Game of Thrones, donc c'est très bien. Il y a des personnages comme ça, Syrio Forel par exemple, des mecs qui ont fait des courtes apparitions, mais je leur aurais bien donné 2-3 saisons ou un retour surprise. C'était quand même un personnage mystérieux, un combattant incroyable. Je trouve que Jaqen H'ghar n'a pas eu le rôle qu'il aurait mérité. C'est un personnage hyper alambiqué, qui a l'air d'avoir une force incroyable, et on ne lui a pas donné ce rôle de figurer parmi les héros, et je trouve ça dommage. J'avais sélectionné aussi une question de Guillaume Picard, qui me demandait ma plus grosse déception dans la série, et mon moment préféré. Mon moment préféré, honnêtement, c'est la bataille des bâtards. Je trouve que aussi bien dans la manière dont c'est raconté, dans les choix scénaristiques, que dans la réal, le choix de le suivre comme ça un peu en première personne, où on est dos à lui, on bouge comme dans un jeu vidéo, je trouve que ça rajoute une tension incroyable. Rappelez-vous la scène où Jon est recouvert de corps, on étouffe avec lui et on se dit putain c'est encore la fin pour Jon Snow, il va encore mourir. Enfin, je trouve qu'en intensité, on n'a pas fait mieux et c'était vraiment un grand moment de Game of Thrones. Pour les déceptions, il y a trop de choses des livres qu'on n'a pas vues dans la série parce que voilà, c'était peut-être trop ambitieux, c'était peut-être, je pense à un personnage de Lady Stoneheart, c'est-à-dire Catelyn Stark qui revient à la vie sous une forme un peu mystique, mystérieuse, qu'on comprend dans les livres mais qu'on n'a pas du tout dans la série. Je pense aussi à un personnage comme Euron Greyjoy qui est... il est bien dans la série, je l'adore, hein, vous le savez, mais il est un peu, comment dire, il en fait trop parce qu'il est arrivé trop tard, donc c'est un peu grotesque au bout d'un moment. Alors que dans les livres, il est très installé, il a un artefact, il a un truc qui a un pouvoir incroyable, enfin, il a des choses qui sont faites pour lui, qui sont folles et qu'on ne voit pas dans la série, c'est dommage. J'avais sélectionné ensuite quelque chose de Mathis Fort qui lui me parlait de Varys et Mélisandre. Effectivement, ces deux personnages qui ont toujours été affaire de magie. C'est des personnages très mystérieux aussi, surtout Varys. Varys, il répugne et en même temps, il est incroyablement intéressant, il est complexe, tu sens qu'il a un passé qui est quand même trouble. Savoir ce que ces deux personnages vont nous réserver pour la saison 8, c'est hyper compliqué. Mais ce que tu dis est vrai, Varys et Mélisandre, leurs sorts sont liés
Et soit ils tomberont ensemble, soit ils survivront ensemble, et je pense plutôt, malheureusement, pour le fait qu'ils tombent ensemble. Alors pour quelle raison? Ce sera peut-être quelque chose de décisif dans le combat contre le Roi de la Nuit. Mais en tout cas, 2 personnages très intéressants et qui ont bien été développés tout au long de la série. Ah, réponse de Kenny Ori, forcément ça c'est... Quelle est pour moi la fin rêvée de GOT? Alors c'est de ça aussi dont je voulais vous parler à la fin de notre focus sur Jon Snow. C'est... je n'aimerais pas du tout même, et je ne vois pas, je crois pas que ça va se finir comme ça, que Jon Snow finisse sur le trône de fer. Trop évident, vous me direz, bien sûr. Enfin, en tout cas, ce serait ma fin rêvée, c'est que Jon Snow survive, mais qu'il ne finisse pas sur le trône de fer. Qu'il soit... Alors, soit j'aime beaucoup la théorie, franchement, j'adore la théorie, un peu à la Pirates des Caraïbes, où en fait, pour vaincre le Roi de la Nuit, quelqu'un doit accepter d'assumer ce rôle et de, comment dire, soit de le bonifier, soit de faire que ça ne soit plus une menace. J'adorerais voir Jon Snow finir la série en fait et partir pour son palais des glaces, celui du Roi de la Nuit, où en fait il peut pas parler aux autres vraiment, il peut pas les toucher, il peut pas. Enfin voilà, il a sauvé l'humanité, mais au final il se retrouve seul et pas vraiment dans la gloire et dans le pouvoir. C'est des choses qu'il recherche pas en fait. Sa mission depuis le début, c'est de sauver Westeros et c'est quelque chose qu'il va réussir à faire, mais ça aura un prix. Et c'est lié avec la déclaration de George Martin qui nous parle beaucoup d'une fin douce amère. Je verrais bien ça, c'est-à-dire Jon Snow qui sauve tout ça et qui au final finit comme un nouveau Roi de la Nuit, mais beaucoup moins flippant et beaucoup moins menaçant. Puis pour les autres personnages, c'est hyper vaste, quoi. J'aimerais bien que Sansa devienne entièrement la reine dans le Nord, qu'elle assume ce truc qu'elle a développé tout au long des épisodes, qu'Arya continue un peu son chemin de travers, quoi. Enfin, qu'elle continue à traverser les routes, peut-être à explorer des mondes qu'on ne connaît pas dans Game of Thrones. Et puis il y a les gens qui vont mourir forcément. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai du mal à voir des. Je pense que Daenerys va mourir, honnêtement. Je pense qu'il y a des... De toute façon, Jon et Daenerys ne peuvent pas survivre tous les deux. Et je pense que ce sera Daenerys qui va mourir. Je vois bien assumer, même si Jon a le profil parfait pour être le personnage sacrifié, celui qui donne sa vie pour sauver peut-être Daenerys ou d'autres, je crois que Daenerys va mourir. C'est pas la fin rêvée, hein, mais je crois que c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Et fin rêvée, j'en ai déjà parlé, Jaime et Azor Ahai, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui va apporter un truc décisif dans le combat contre le Roi de la Nuit, et c'est aussi lui qui va tuer Cersei. Ça, c'est une fin rêvée, c'est Jaime qui est forcé, même si ça lui brise le cœur, de mettre un terme aux agissements de sa sœur. Alors, autre question de Dana Chloé qui nous demande qui serait pour moi la pire personne qui pourrait finir sur le trône. Et ben en fait, je viens d'y répondre. Pour moi, ce serait clairement Jon Snow. Je ne veux pas que Jon Snow finisse sur le trône. Ce serait une fin, ce serait vraiment la fin évidente. Et en plus, Jon Snow ne veut pas s'asseoir sur le trône. Enfin, il n'en a rien à foutre. Donc, laissez-le tranquille. Soit vous me le faites mourir dans une scène mémorable dont on se souviendra pendant des années, soit vous lui faites une fin douce amère dont je viens de parler. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé un dilemme plutôt de PE. J'adore les dilemmes. Tu préfères voir le limier mourir, mais Jaime sur le trône, ou le limier en vie, mais Cersei sur le trône? C'est con parce que ça concerne, je pense que tu dois être un spectateur assidu parce que tu connais mes 2 personnages préférés, c'est-à-dire le limier et Jaime. Jaime sur le trône, ça aurait quand même de la gueule, je trouve. Je veux que le limier ait un rôle décisif dans le combat, je veux qu'il tue son frère, mais vraiment qu'il le tue, mais salement. Je veux qu'on ait ce putain de Clegane Ball et que ça parte complètement en vrille et qu'il mette un terme aux agissements de la montagne. Et après, oui, peut-être qu'il peut mourir dans un combat ultime contre le Roi de la Nuit, ça, franchement, c'est tout à fait possible. Je veux juste qu'il y ait le Clegane Ball, et après, le limier peut mourir, et Jaime peut s'asseoir sur le trône. Autre question de Roman. Salut Léo, vu la passion pour cette série que nous avons suivie pendant presque 10 ans, avec toutes nos attentes et les théories notamment, de celle qui se terminera sur le trône, est-ce que tu penses que le dénouement de Game of Thrones laissera les fans déçus? Forcément. Forcément. Une fin de série, ça scinde les équipes en deux. Il y a ceux qui vont te dire incroyable, franchement, voilà, meilleure série de tous les temps. Ils ont réussi à complètement aboutir sur quelque chose de fou. Puis tu as les autres qui seront extrêmement déçus, soit parce que leurs personnages préférés sont morts, soit parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Effectivement, s'il y a des fans de Daenerys et que Daenerys meurt, ils vont dire non mais attends, c'est quoi cette fin horrible, etc. Ça pourra jamais contenter personne. J'en parlais dans un des points Game of Thrones. Les showrunners ont beaucoup bossé sur la manière dont a été construit Breaking Bad.
Breaking Bad, qui est une série que j'adore, une série acclamée, et qui a eu surtout le mérite de pas vouloir faire trop long, de pas vouloir faire 15 saisons, de vouloir s'arrêter au bout d'un moment et d'essayer de justement finir sur une bonne note. Et ben malgré ça, Breaking Bad, ça divise clairement en deux, ceux qui détestent et ceux qui adorent la fin. Je suis parmi ceux qui ont bien aimé la fin. Donc si les showrunners de Game of Thrones ont pris Breaking Bad en exemple, je suis plutôt rassuré. Moi personnellement, je pense que ça va me... Je fais confiance en tout cas aux showrunners. Ils nous ont pratiquement jamais déçus. Alors oui, il y a parfois des trucs un peu loufoques, des raccourcis, des machins. Mais au final, ces mecs-là, c'est quand même... Il faut se rendre compte que Benioff et Weiss, c'est quand même des monstres. Et le fait, par exemple, qu'ils reprennent une des parties de l'univers Star Wars, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Je pense qu'ils peuvent en faire un truc incroyable. Chapeau à eux, et je pense que la fin va être ouf. Pierre Emerick qui nous demande, penses-tu dans l'avenir qu'on pourra avoir une série de l'ampleur de GOT ? Et qu'en parallèle, la franchise arrive à conserver la même audience. C'est un peu la question que tout le monde se pose, et surtout parmi les plateformes, c'est là il y a une guerre qui est en train de se dérouler, c'est qui va prendre la succession de Game of Thrones. Parce qu'il va y avoir, c'est le cas de le dire, il y a un trône qui va être libre, il va falloir s'asseoir dessus et dire on est la série la plus incroyable du moment. C'est pour ça que Netflix lance The Witcher, c'est pour ça que Amazon donne tout pour faire une série Seigneur des Anneaux. Chacun bosse de son côté pour être le successeur et avoir la grosse série. On remarquera d'ailleurs que les deux gros projets, The Witcher, Seigneur des Anneaux, restent dans la même veine que Game of Thrones, c'est-à-dire plus ou moins l'heroic fantasy, la dark fantasy, et que c'est un truc qui plaît, qui fascine les foules. Et donc voilà, je pense que c'est ces deux projets-là qui vont être les plus suivis. J'ai du mal à voir The Witcher déchaîner complètement les foules, surtout au vu des premières images du projet et tout. Série Seigneur des Anneaux, c'est à double tranchant parce que en fait, on te sert sur un plateau un univers et une œuvre qui en fait a une fanbase immense. Mais tu as aussi une fanbase qui est très exigeante et qui à la moindre galère va te saper ton travail et te détruire tout ce que tu as fait. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux et c'est là-dessus que planchent toutes les plateformes actuellement. Prendre la relève de Game of Thrones. Pour ce qui est des spin-offs, très rapidement, j'en ai parlé dans un point Game of Thrones précédent, l'approche des gars de HBO est hyper intelligente. C'est-à-dire ils ont dit ok, moi j'attends, déjà ils ont commandé qu'un pilote, ce qui est une preuve d'intelligence, ils veulent voir un truc et si c'est pas bien, eh ben c'est pas bien, on ne fait pas de spin-off, on n'est pas obligé, c'est pas une vache à lait l'univers Game of Thrones. Il faut aussi faire de la qualité, tu as une exigence de qualité. Si ils continuent dans cette optique, tu peux avoir des spin-offs incroyables, tu peux vraiment satisfaire le public et donc avoir la même audience. Mais il ne s'agit pas de faire des spin-offs un peu ratés, un peu pourris, pour détruire un peu l'image de Game of Thrones. Je pense qu'ils sont assez prudents avec ça. C'est d'ailleurs la question qui suit et la dernière qu'on va traiter, c'est celle d'Élise Roy, qui me demande quel spin-off j'aimerais de GOT. C'est compliqué parce qu'il y a plein de sujets à aborder, mais je reste beaucoup sur ma faim, sur le continent d'Essos par exemple. On en a vu un peu, mais il y a toute une mystique, des mystères, des héros, des trucs qu'on comprend pas bien dans ce continent qui est autre que Westeros, que j'aimerais bien voir aborder. Puis forcément, qui dit spin-off, tu dis j'aimerais bien avoir une forme de préquel où on voit vraiment le roi fou, où on voit, je sais pas, vous regardez la scène de la Tour de la Joie, tu vois Ned jeune, tu te dis putain, voilà, j'ai envie de voir ça, cette guerre-là, qu'on nous raconte ça, qu'on nous raconte comment Jaime a brisé son serment, enfin des trucs comme ça. Je voudrais qu'on revienne un peu dans le passé, ça m'intéresse vraiment, et ça ferait un gros bloc où en fait au final tu balayes tout un pan de l'histoire de Westeros et tu comprends l'ensemble et tu peux te remater tout en un mois d'affilée sans jamais dormir. Voilà donc pour les questions que j'ai sélectionnées et les réponses que j'ai apportées. J'espère que ça vous a convaincu, que ça vous a plu. On aura l'occasion d'en reparler en commentaire et pourquoi pas dans une autre FAQ. On se retrouve très bientôt, non pas pour un point Game of Thrones, mais pour l'after show, le récap du premier épisode de la saison 8. Je ne tiens plus en place. J'en profite pour dire à ceux qui nous l'ont signalé en commentaire, et c'est normal, oui, on fait beaucoup de Game of Thrones en ce moment, on en fait même énormément, mais c'est parce qu'on est incroyablement hypé. On vous prépare d'autres choses, vous inquiétez pas. On a le JT des séries qui va revenir, des PQCC, on a plein de projets en cours et on arrêtera de parler de Game of Thrones quand tout ça sera fini et qu'on sera heureux du dénouement qu'on nous a apporté. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous de l'amour. On se retrouve très bientôt pour l'after show. Ciao!